Ils vous ont menti. Vos filles n'ont pas de handicap, dit l'enfant orphelin au millionnaire. Richard Dubois sortait de la clinique de rééducation à Paris quand il sentit quelqu'un lui tirer la manche. Il y a 2 ans, sa routine tournait entièrement autour des besoins spécifiques de ses 3 filles. Et ce mardi matin ne serait pas différent, ou du moins c'est ce qu'il pensait. L'enfant qu'il avait touché ne devait pas avoir plus de 13 ans. Il avait les cheveux châtains et bourriffés, portait un t-shirt marron un peu grand et regardait directement Richard dans les yeux avec une intensité troublante. « Vous êtes le papa des filles du 3e étage, n'est-ce pas ?» demanda le garçon, respirant un peu vite, comme s'il avait couru. Richard s'arrêta et observa l'enfant avec étrangeté. Comment ce garçon connaissait-il ses filles? Et pourquoi était-il là, debout devant la clinique comme s'il l'attendait? « Qui es-tu » répondit Richard, vérifiant instinctivement s'il y avait de la sécurité à proximité. « Je m'appelle Mathieu, mais tout le monde m'appelle Matt. Monsieur, j'ai besoin de vous parler de vos filles. »« De mes filles ?» Richard sentit une pointe d'anxiété. « Qu'est-ce que tu as à voir avec elles ?» Mathieu regarda rapidement autour de lui, comme pour vérifier si quelqu'un les écoutait, puis il s'approcha de Richard. « Monsieur, elles ne sont pas ce que vous croyez. Vos filles n'ont pas de handicap. » Les mots frappèrent Richard comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, il resta sans réaction, assimilant ce qu'il venait d'entendre. Puis, la colère s'empara de lui. Comment oses-tu dire une chose pareille? Richard éleva la voix, faisant tourner la tête de quelques personnes dans la rue. Es-tu fou? Va-t'en d'ici avant que j'appelle quelqu'un. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi juste une minute. Je sais que ça semble fou, mais je les ai vus marcher normalement. Je les ai vus de mes propres yeux. Richard sentit ses jambes flageoler. Cela ne pouvait pas être vrai. Il avait vu l'accident, vécu chaque moment de désespoir à l'hôpital, accompagné chaque consultation, chaque séance de kinésithérapie, chaque petit progrès de ses filles. « Tu mens » dit Richard, mais sa voix sonnait moins convaincante qu'il l'aurait voulu. « Vos filles s'appellent Marianne, qui a 15 ans, et les jumelles Justine et Valérie, qui ont 12 ans, n'est-ce pas? Marianne aime dessiner. Justine a une poupée qu'elle appelle « Princesse », et Valérie porte toujours ce collier avec une étoile dorée. Richard fut glacé. Ces détails. Comment ce garçon connaissait-il des détails aussi intimes sur ses filles? Le collier de Valérie était un cadeau qu'il lui avait fait pour son anniversaire, et elle ne l'enlevait jamais. La poupée de Justine était quelque chose que très peu de gens savaient, car elle ne jouait avec elle qu'à la maison. « Comment sais-tu cela ?» demanda Richard, la voix presque un murmure. « Monsieur, je travaillais ici à la clinique. Je faisais le ménage, j'organisais certaines choses. Parfois, je les voyais quand vous n'étiez pas là, et je les ai vus marcher. Normalement, monsieur, marcher sans béquille, sans aucune difficulté. C'est impossible. » Richard secoua vigoureusement la tête. « Tu dois les confondre avec d'autres enfants. Monsieur Richard Dubois, entreprise Dubois, associé, habite rue des Platanes, numéro 847, dans le quartier de Passy à Paris. » Mathieu récita l'information comme s'il la lisait sur un papier. « Vos filles ont de la kinésithérapie les mardis et jeudis à 14 h. Madame, votre épouse, Madame Gabrielle, arrive toujours exactement 15 minutes avant le début de la séance et reste dans la salle d'attente à lire un magazine. » Richard sentit le sang se glacer dans ses veines. Ce garçon en savait trop. Des détails que même les grands-parents des filles ne connaissaient pas avec une telle précision. « Que veux-tu de moi ?» demanda Richard, maintenant véritablement effrayé. « Je ne veux rien, monsieur. Je veux juste que vous sachiez la vérité. Retrouvez-moi ici demain à la même heure. Je vous apporterai une preuve de ce que je vous dis. » Avant que Richard ne puisse répondre, Mathieu courait déjà dans la rue, disparaissant entre les voitures en stationnement. Richard resta immobile là pendant plusieurs minutes, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Ses pensées étaient confuses, mêlées de colère, de peur et d'une curiosité troublante qui commençait à grandir dans sa poitrine. Quand il rentra chez lui, 1 heure après l'heure habituelle, Gabrielle était dans la cuisine à préparer le goûter des filles. « Tu es en retard », commenta-t-elle sans le regarder. Les filles demandaient où tu étais. « J'ai eu un problème au bureau », mentit Richard, toujours perturbé par la rencontre. « Richard, ça va? Tu as l'air un peu bizarre. »« Je suis parfait », répondit-il rapidement. « Peu. Être trop rapidement. » Gabrielle le regarda attentivement pendant quelques secondes. Puis elle retourna remuer la casserole sur la cuisinière. « Les filles sont dans le salon à regarder la télévision. Tu ne vas pas les saluer ?» Richard alla au salon et trouva ses 3 filles assises sur le canapé. Marianne était allongée, les jambes tendues, tandis que les jumelles Justine et Valérie étaient chacune à une extrémité du canapé. Les béquilles étaient appuyées contre la table basse comme d'habitude. « Bonjour, papa », dit Marianne en tournant la tête pour le saluer. « Bonjour, mon amour. » Richard se pencha et lui donna un baiser sur le front. « Comment s'est passée la kinésithérapie aujourd'hui ? » « Ça a été. L'infirmière Lucie a dit que je m'améliorais. » Richard regarda les jambes de sa fille. Elles semblaient normales, mais il savait que les apparences étaient trompeuses. Depuis l'accident, le mouvement des filles était limité,
surtout à partir de la taille. « Et vous deux » demanda-t-il aux jumelles. « Nous avons bien fait les exercices » répondit Justine. « Papa va dîner avec nous aujourd'hui » demanda Valérie avec un regard plein d'espoir. « Bien sûr, princesse. » Mais pendant tout le dîner, Richard put à peine se concentrer sur la conversation. Il restait à observer chaque mouvement des filles, chaque geste, cherchant quelque chose qui pourrait confirmer ou infirmer les paroles troublantes du garçon. Cette nuit-là, après que tout le monde fut allé se coucher, Richard resta dans le salon à réfléchir, prit son ordinateur portable et commença à chercher des informations sur l'enfant. Mathieu Matt, qui travaillait à la clinique. Serait-ce vrai? Le lendemain, Richard annula 2 réunions importantes et se rendit à la clinique plus tôt. Il voulait parler à l'administration au sujet de ce Mathieu. « Un enfant qui travaillait ici ?» demanda la secrétaire, Madame Carmen, quand il mentionna le nom. « Je ne me souviens d'aucun Matt travaillant ici récemment. Vous êtes sûr? Il a dit qu'il faisait le ménage, organisait certaines choses. Monsieur Richard, je connais tous les employés de la clinique. Nous n'avons pas eu d'enfant avec ce nom ces derniers mois. » Richard quitta la réception encore plus confus. Si le garçon ne travaillait pas à la clinique, comment connaissait-il tant de détails sur la routine de ses filles? 15 minutes plus tard, il se tenait au même endroit que la veille quand il vit Mathieu s'approcher. L'enfant arrivait lentement, portant un vieux sac à dos d'école. « Vous êtes venu » dit Mathieu, semblant soulagé. « Je suis venu, mais je veux des réponses. L'administration de la clinique a dit que vous n'y avez jamais travaillé. Ils vous ont menti, ou quelqu'un leur a ordonné de mentir. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela ?» Mathieu ouvrit son sac à dos et en sortit un vieux téléphone portable à l'écran fissuré. « Monsieur, j'ai enregistré une vidéo. Vous voulez la voir ?» Richard regarda l'appareil avec doute. Une partie de lui voulait prendre le téléphone et s'enfuir. Une autre partie, une partie qui grandissait à chaque seconde, avait besoin de savoir la vérité. « Montre-moi », dit-il finalement. Mathieu manipula le téléphone pendant quelques secondes, puis il le tendit à Richard. Sur le petit écran fissuré, Richard vit ses 3 filles. Elles étaient dans une pièce qu'il reconnut comme l'une des salles de la clinique. Mais ce qu'il vit ensuite fit s'arrêter son cœur. Marianne était debout, marchant naturellement d'un bout à l'autre de la pièce. Les jumelles étaient assises sur une chaise normale, balançant leurs jambes librement. Il n'y avait pas de béquilles, pas de limitation, elles bougeaient comme n'importe quel enfant en bonne santé. Ça ne peut pas être réel. Richard murmura en rendant le téléphone, comme s'il lui brûlait les mains. « Oui, c'est réel, monsieur. Je l'ai enregistré la semaine dernière quand elle croyait que personne ne les voyait. Mais comment? Pourquoi ?» Richard ne pouvait pas former de phrase complète. Son esprit était un tourbillon de confusion et d'incrédulité. « Monsieur, il y a d'autres choses que vous devez savoir sur le jour où j'ai été renvoyé de la clinique. »« Tu as été renvoyé ?» ?»« Oui, monsieur. Après avoir remis en question certaines choses que j'avais vues, la directrice a dit que j'inventais des histoires et que si j'en parlais à quelqu'un, elle ferait en sorte que je ne retrouve plus jamais de travail nulle part. » Richard s'assit sur le banc, là même sur le trottoir. Ses jambes ne pouvaient plus supporter le poids de ce qu'il découvrait. « Mathieu, qu'as-tu vu exactement ?» Le garçon s'assit à côté de lui. « Monsieur, j'ai commencé à travailler à la clinique il y a environ 4 mois. Ma travailleuse sociale m'a trouvé ce travail pour que je mette un peu d'argent de côté. Je ne faisais que le nettoyage de base et j'organisais quelques matériaux. »« Ta travailleuse sociale ?»« Je vis dans un foyer, monsieur. Le foyer Saint-Vincent-de-Paul à Montreuil. » Richard acquiesça, indiquant qu'il comprenait. « Continue. »« Eh bien, les premières semaines, je ne voyais vos filles que pendant les séances de kinésithérapie. Elles utilisaient toujours leurs béquilles, faisaient les exercices lentement, semblaient avoir beaucoup de difficultés. Mais alors, un jour, j'ai oublié ma bouteille d'eau dans l'une des salles d'exercice. » Mathieu fit une pause et regarda Richard comme s'il évaluait s'il devait continuer. Et puis, quand je suis revenu la chercher, j'ai entendu des voix à l'intérieur. « C'était vos filles, monsieur, mais elles discutaient normalement, marchaient normalement. Marianne aidait les jumelles à faire des étirements qui semblaient très faciles pour elles. Ça n'a pas de sens. » Richard secoua la tête. « Elles ont des lésions médulaires. Cela a été confirmé par plusieurs médecins. Monsieur, je sais que ça n'a pas de sens. C'est pourquoi j'ai essayé d'oublier. J'ai pensé que j'avais peu, être mal vu, ou que leur état s'était peu, être amélioré très rapidement. Mais ensuite j'ai commencé à remarquer d'autres choses, comme que lorsque Madame Gabrielle arrivait à la clinique, ses filles se comportaient toujours d'une certaine manière, mais quand elles partaient, surtout si ce n'était que pour quelques minutes, elles se détendaient. C'était comme si, c'était une performance, vous savez ? Richard sentit un nœud à l'estomac. C'était de plus en plus surréaliste. « Alors, tu as décidé d'enregistrer ?»« Non, monsieur. J'ai d'abord essayé de parler à l'infirmière qui s'occupe d'elle, l'infirmière Lucie, mais elle est devenue très nerveuse quand j'ai mentionné ce que j'avais vu et a dit que je devais confondre les filles. Et après j'ai parlé à la directrice
La directrice Sylvie. Elle s'est beaucoup fâchée contre moi. Elle a dit que j'inventais des histoires pour attirer l'attention. C'est alors que j'ai décidé d'enregistrer pour avoir une preuve. Richard garda le silence pendant plusieurs minutes, absorbant tout ce qu'il entendait. « Mathieu, as-tu une idée de pourquoi quelqu'un ferait ça? Pourquoi une mère ferait que ses propres filles fassent semblant d'être handicapées? Je ne sais pas, monsieur, mais j'ai entendu une conversation entre Madame Gabrielle et Marianne qui était très étrange. » Quel genre de conversation? Madame Gabrielle expliquait à Marianne qu'il était très important qu'elle n'oublie pas de bien jouer son rôle quand vous seriez là, et que si quelqu'un découvrait la vérité, vous seriez très blessé par elle. Richard sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Es-tu sûr de ce que tu as entendu? »« Oui, monsieur. » « Et il y a autre chose. Madame Gabrielle donne toujours de l'argent supplémentaire aux employés de la clinique. Elle dit que c'est une gratification spéciale pour les soins des filles. »« Gratification spéciale ?» C'est exact. Je l'ai vu donner de l'argent au docteur Paul, à l'infirmière Lucie et même à Madame Carmen de la réception. Toujours après les consultations de vos filles. Richard se leva brusquement et commença à marcher en rond sur le trottoir. Non, non, cela ne peut pas arriver. J'ai vu l'accident. Je conduisais quand c'est arrivé. Monsieur, quel accident était-ce? Un accident de voiture. Il y a 2 ans, je conduisais et un chien a traversé devant nous. J'ai dévié brusquement et la voiture a fait des tonneaux. Mes filles étaient sur la banquette arrière. Et vous vous êtes aussi blessé? Je me suis cassé 2 côtes et j'ai eu le bras immobilisé pendant quelques semaines. Gabrielle a eu des blessures légères. Mais les filles ont eu des lésions médulaires. Monsieur, puis-je vous poser une question? Oui, tu peux. Vous souvenez-vous avoir vu vos filles se blesser pendant l'accident? C'est, à dire, au moment où c'est arrivé. Richard s'arrêta de marcher et regarda fixement Mathieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous les avez vus se blesser? Ou vous l'avez su seulement après à l'hôpital? Richard essaya de se souvenir de ce jour horrible. L'accident avait été très rapide. Il se souvenait de l'impact, de la douleur, des cris. Puis il s'était réveillé à l'hôpital. Je ne me souviens pas des détails du moment de l'accident. Je me suis cogné la tête et j'ai perdu connaissance. Et quand vous vous êtes réveillé, qui vous a parlé des blessures de vos filles? Gabrielle. Elle était à mes côtés quand je me suis réveillé et elle m'a raconté ce qui s'était passé. Mathieu et Richard se regardèrent longuement, tous deux parvenant à la même terrible conclusion. Monsieur, je crois que vous devez bien enquêter sur cela. Comment puis-je enquêter sur ma propre famille sans tout détruire? Monsieur, puis-je vous suggérer quelque chose? Oui, tu peux. Avez-vous déjà essayé de parler à vos filles quand Madame Gabrielle n'est pas là? Non. Eh bien, oui, je leur parle toujours. Non, monsieur, parlez vraiment, leur poser des questions importantes sur ce qu'elles ressentent à propos de l'accident. Richard réalisa qu'il n'avait jamais fait cela. Chaque fois que le sujet de l'accident était abordé, Gabrielle changeait rapidement de sujet, disant qu'il valait mieux ne pas forcer les filles à se souvenir de choses traumatisantes. « Mathieu, penses-tu que mes filles vont bien? Je veux dire, mentalement, si tout cela est vrai, elles doivent beaucoup souffrir. Monsieur, Marianne semble toujours triste quand elle croit que personne ne la regarde. Les jumelles chuchotent entre elles tout le temps. Je crois qu'elles souffrent, oui. » Richard sentit une douleur dans la poitrine qui était presque physique. « Que dois-je faire maintenant, monsieur? Vous voulez que je vous aide à découvrir la vérité? Comment? Puis-je essayer d'entrer à nouveau dans la clinique sans que personne ne le sache? Puis-je essayer d'enregistrer plus de preuves? Non, Mathieu, c'est dangereux. Si on t'a déjà menacé une fois, on peut te menacer encore. Monsieur, je n'ai pas peur. Ces filles ont besoin d'aide et vous méritez de savoir la vérité. » Richard regarda cet enfant courageux et ressentit un mélange de gratitude et d'admiration. « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi risques-tu ta vie pour une famille que tu connais à peine? » Mathieu resta silencieux un instant, regardant le sol. « Monsieur, je n'ai jamais eu de vraie famille. Je vis au foyer Saint-Vincent-de-Paul depuis l'âge de 8 ans. Mais parfois, j'imaginais ce que ce serait d'avoir un père qui se soucierait de moi, comme vous vous souciez de vos filles. Mathieu, quand je vous vois vous en occuper, aller aux consultations, vous inquiéter, je pense que tout père devrait être ainsi. C'est pourquoi je ne peux pas laisser quelqu'un vous tromper. » Richard sentit ses yeux se remplir de larmes. « Tu es un enfant très spécial, monsieur. Que va-t-il faire maintenant ?» Richard prit une profonde inspiration. « Je vais commencer à faire plus attention. Je vais observer ma famille avec d'autres yeux. Et si je découvre que tout cela est vrai? Je ne sais pas, Mathieu. Sincèrement, je ne sais pas. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons. Maintenant, la suite. Ce même après-midi, Richard rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Gabrielle était dans la cour à étendre le linge et les filles étaient censées faire leurs devoirs dans le salon. « Tu es rentré tôt aujourd'hui », commenta Gabrielle en le voyant. « J'ai réussi à tout finir plus vite. » Richard alla au salon et trouva ses 3 filles exactement comme il s'y attendait,
Marianne assise sur le canapé avec un livre sur les genoux et les jumelles chacune dans un fauteuil, également avec du matériel scolaire. « Bonjour les filles. »« Bonjour papa », répondirent-elles à l'unisson. « Je peux m'asseoir ici avec vous ?»« Bien sûr », dit Marianne en faisant de la place sur le canapé. Richard s'assit et les observa discrètement. Toutes les béquilles étaient à leurs places habituelles. Les mouvements des filles étaient limités et prudents, exactement comme il avait l'habitude de voir. « Marianne, peux-tu m'aider avec quelque chose ?»« Bien sûr, papa. J'ai besoin de ramener des documents de mon bureau là-haut, mais ils sont un peu lourds. Peux-tu m'aider ?» Marianne regarda rapidement en direction de la cour où se trouvait Gabriel. Puis elle regarda de nouveau Richard. « Papa, tu sais que je ne peux pas monter les escaliers ?»« Ah, c'est vrai. Je suis désolé, j'avais oublié. » Mais Richard remarqua quelque chose d'étrange dans son ton. Ce n'était pas naturel. Cela semblait répété. « Et toi, Justine, peux-tu m'aider à ramener des papiers de ma voiture ?»« Papa, moi non plus, je ne peux pas y aller. »« Et toi, Valérie ?»« Moi non plus, papa. Tu as déjà oublié ?» Richard fit attention à la séquence des réponses. Elles étaient très similaires, très coordonnées. « D'accord, les filles. Je les ramène tout seul. » Richard se leva et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta dans le couloir, caché derrière le mur. Il resta à écouter. Pendant quelques minutes, il n'entendit rien. Puis il entendit des chuchotements. Il agit bizarrement. C'était la voix de Marianne. « Crois-tu qu'il se doute de quelque chose ?» demanda l'une des jumelles. « Je ne sais pas, mais nous devons faire attention. Maman a dit que nous ne devions jamais nous relâcher, » répondit Marianne. « Je suis fatiguée de faire semblant, » dit l'autre jumelle. « Val, tu sais que tu ne peux pas penser comme ça. Maman a expliqué que c'est pour le bien de notre famille. » Richard sentit le monde basculer. C'était réel. Les paroles de Mathieu étaient vraies. Il monta lentement les escaliers, essayant de ne pas faire de bruit, et se rendit à son bureau. Il s'assit sur la chaise et resta là, essayant de traiter ce qu'il venait de confirmer. Ses filles faisaient semblant d'être handicapées. Mais pourquoi et depuis quand? Richard essaya de se souvenir des détails de la période après l'accident. Il avait été hospitalisé 1 semaine. Quand il rentra à la maison, les filles étaient déjà avec leurs béquilles et faisaient déjà de la kinésithérapie. L'accident avait-il vraiment eu lieu? Ne se trompait-il pas sur quelque chose? Richard prit son téléphone portable et appela le garage où la voiture avait été réparée à l'époque. « Bonjour, Richard Dubois, à l'appareil. Vous avez réparé une voiture à moi il y a 2 ans après un accident. J'aimerais voir les photos des dégâts. Un instant, monsieur Richard, je vais vérifier dans le système. Après quelques minutes, monsieur Richard, je l'ai trouvé ici. C'était une berline de luxe argentée, n'est-ce pas? Elle a percuté un poteau. Un poteau? Richard se souvenait d'un chien, pas d'un poteau. Pouvez-vous m'envoyer les photos par email? Bien sûr, monsieur. En 15 minutes, Richard regardait les photos de sa voiture accidentée. Les dégâts étaient à l'avant et sur le côté droit. Si la voiture avait fait des tonneaux, comme il se souvenait, les dégâts auraient été différents. Richard prit le téléphone et appela l'hôpital où il avait été interné. « Bonjour, Richard Dubois à l'appareil. J'ai été interné ici il y a 2 ans après un accident de voiture. J'aimerais obtenir une copie de mon dossier médical. Monsieur Richard, vous devez venir personnellement avec vos documents pour demander cela. D'accord. Et concernant mes filles, elles ont aussi été prises en charge le même jour. Laissez-moi vérifier. Marianne, Justine et Valérie Dubois. C'est exact, monsieur. D'après ce qui apparaît ici dans le système, seuls vous avez été pris en charge ce jour-là. Vos filles n'ont aucun enregistrement de prise en charge à cette date. » Richard raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Les filles n'étaient même pas allées à l'hôpital le jour de l'accident. À ce moment, il entendit des pas dans l'escalier. « Richard, c'était la voix de Gabriel. Tu es là? Oh, oui mon amour. Juste en train de récupérer des documents. Le dîner sera prêt dans 15 minutes. Descends. » Richard rangea rapidement le courrier avec les photos de la berline de luxe et ferma l'ordinateur. Il devait penser à une stratégie. Il ne pouvait pas confronter Gabriel sans avoir plus d'informations. Pendant le dîner, Richard observa chaque détail du comportement de la famille. Gabriel semblait normal, parlant de sa journée, posant des questions sur son travail. Les filles mangeaient et participaient à la conversation, mais Richard remarquait maintenant quelque chose qu'il n'avait jamais perçu auparavant. Chaque fois que Gabriel regardait directement l'une des filles, elles ajustaient immédiatement leur posture. Elles devenaient plus rigides, plus prudentes dans leurs mouvements. C'était très subtil, mais maintenant que Richard savait quoi chercher, c'était impossible de ne pas le remarquer. « Papa, » dit Justine, « demain il n'y a pas de kinésithérapie car c'est un jour férié à la clinique. »« Ah, vraiment ?» Richard regarda Gabriel. « Tu savais ça ?»« Oui, je savais. La directrice Sylvie m'a prévenu hier. »« Quel jour férié est demain ?» Gabriel marqua une pause un instant, comme si elle réfléchissait. « Je crois que c'est un jour férié municipal ici à Paris. » Richard savait qu'il n'y avait aucun jour férié municipal cette semaine-là. Il avait vérifié le calendrier de son entreprise.
C'est bien, dit Richard. Alors vous trois, vous allez avoir le jour libre pour vous reposer. Oui, répondit Marianne. Nous allons rester à la maison. Après le dîner, Richard aida à nettoyer la cuisine pendant que Gabrielle couchait les filles. C'était toujours elle qui faisait cela, arguant qu'elle connaissait mieux leur routine de soins spéciaux. Quand Gabrielle descendit, elle semblait un peu tendue. « Richard, ça va aujourd'hui? Tu as l'air un peu différent. »« Je vais bien. Pourquoi? »« Je ne sais pas. Tu poses des questions étranges et tu es rentré tôt aujourd'hui sans prévenir. »« Je ne peux pas rentrer tôt chez moi? »« Bien sûr que tu peux. C'est juste que tu as changé la routine soudainement. » Richard remarqua que Gabrielle prêtait aussi beaucoup d'attention à sa routine. « Gabrielle, puis-je te poser une question? »« Bien sûr. Te souviens-tu exactement comment s'est passé l'accident ?» Le visage de Gabrielle changea immédiatement. « Richard, pourquoi veux-tu parler de ça? Tu sais que c'est un sujet difficile pour toute la famille. Je sais, mais parfois j'ai des souvenirs confus. Je voulais mieux comprendre ce qui s'est passé. Mon amour, le docteur a dit qu'il était normal que ta mémoire soit un peu confuse. Tu t'es cogné fort la tête. Mais peux-tu me raconter ta version? Comment as-tu vu l'accident? » Gabrielle se leva de la chaise où elle était assise. « Richard, je crois qu'il vaut mieux ne pas aborder ce sujet. Cela ne fait de bien à personne. Gabrielle, s'il te plaît, je veux juste comprendre. » Comprendre quoi? Ce qui est passé est passé. L'important, c'est que maintenant nous nous occupons bien des filles. Mais Richard, je suis fatigué. Je vais dormir. Nous en parlerons un autre jour. Gabrielle monta rapidement les escaliers, laissant Richard seul dans le salon. Cette nuit-là, Richard put à peine dormir. Il resta à regarder le plafond, pensant à tout ce qu'il avait découvert au cours des dernières 48 heures. Son esprit était un tourbillon de doutes et de révélations troublantes. Vers 2 heures du matin, il entendit des bruits venant du rez-de-chaussée, des pas légers, comme si quelqu'un essayait de ne pas faire de bruit. Richard se leva doucement et alla jusqu'à l'escalier. Il regarda en bas et ne vit rien, mais il continuait d'entendre les bruits. C'étaient des pas, il en était sûr. Il descendit quelques marches et réussit à voir une partie du salon. Ce qu'il vit le laissa complètement paralysé. Valérie marchait dans le salon parfaitement normalement, sans aucune difficulté. Elle alla à la cuisine et revint en portant un verre d'eau. Richard resta caché dans l'escalier, observant. Quelques minutes plus tard, Justine apparut aussi, marchant normalement. Les deux sœurs s'assirent sur le canapé et commencèrent à converser à voix basse. Richard ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait, mais il voyait clairement qu'elle bougeait comme n'importe quel enfant en bonne santé. Après environ 10 minutes, elles se levèrent toutes les deux et retournèrent dans leur chambre, montant les escaliers normalement. Richard retourna dans sa chambre en état de choc total. Mathieu avait raison, tout était une farce, mais une question le tourmentait encore. Pourquoi? Le lendemain, Richard appela son entreprise et dit qu'il n'irait pas travailler. Il dit à Gabrielle qu'il se sentait mal et qu'il passerait la journée à se reposer. « Tu veux que j'emmène les filles à la kinésithérapie ?» demanda Gabrielle. « Mais tu n'as pas dit qu'aujourd'hui était un jour férié à la clinique ?» Gabrielle marqua une pause, notant l'incohérence. « Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Alors nous restons à la maison. En fait, pourquoi tu n'en profites pas pour faire quelque chose pour toi? Va au centre commercial. Retrouve tes amis, je reste avec les filles. Tu es sûr? Tu n'as pas l'habitude de t'en occuper seule. Gabrielle, ce sont mes filles. Je peux passer quelques heures avec elles. D'accord? Dit Gabrielle. Mais Richard remarqua qu'elle semblait réticente. S'il se passe quelque chose, tu m'appelles. Oui, que pourrait-il se passer? Je ne sais pas. Parfois elles ont des difficultés que tu ne connais pas bien. Après le départ de Gabrielle, Richard resta seul avec ses 3 filles. Elles regardaient la télévision dans le salon, dans les mêmes positions que d'habitude. Richard s'assit dans un fauteuil et se contenta de les observer. Les filles semblaient tendues, plus tendues que la normale. « Les filles, vous voulez discuter de quelque chose avec moi? »« De quoi, papa ?» demanda Marianne. « N'importe quoi. Comment vous sentez-vous? Comment ça se passe à l'école, les amis? »« Nous allons bien, papa, » répondit Justine rapidement. « Et êtes-vous heureuse ?» La question prit les 3 par surprise. Elles se regardèrent avant de répondre. « Bien sûr que nous sommes heureuses, papa, » dit Valérie. Mais sa voix ne sonnait pas convaincante. « Marianne, tu as 14 ans. Tu ne manques pas de faire des choses que d'autres filles de ton âge font? Quel genre de choses? Aller au cinéma avec des amis, sortir se promener, faire du sport. Papa, tu sais que je ne peux pas faire ces choses. Pourquoi ne peux-tu pas? » Marianne regarda ses jeunes sœurs comme pour demander de l'aide à cause de l'accident. « Marianne, te souviens-tu de l'accident? » « Je m'en souviens plus ou moins. Que te souviens-tu? » « Je me souviens que j'étais dans la voiture avec vous et ensuite je me suis réveillé à l'hôpital. Et qu'ont dit les docteurs à propos de tes blessures? Ils ont dit que je m'étais blessé la colonne vertébrale. Richard remarqua que sa réponse était vague, sans détails spécifiques. « Et vous deux ?» demanda-t-il aux jumelles. « Que vous souvenez-vous? La même chose que Marianne, » répondit Justine. « Nous avons eu très peur,
ajouta Valérie. Richard se pencha en avant dans le fauteuil. Les filles, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, papa. Me faites-vous confiance? Oui, nous vous faisons confiance, répondirent les trois en même temps. Et vous savez que je vous aime plus que tout au monde. Nous le savons. Alors je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur moi pour n'importe quoi. Marianne commença à pleurer doucement. Papa, nous savons que tu nous aimes. Pourquoi pleures-tu, mon amour? Pourquoi? Parce que j'aimerais que les choses soient différentes. Différentes comment? Marianne regarda ses sœurs, qui avaient maintenant aussi les yeux larmoyants. Marianne, dis-moi quelque chose. Si vous pouviez faire n'importe quoi dans le monde sans limitation, que feriez-vous? N'importe quoi, n'importe quoi. J'aimerais pouvoir courir beaucoup jusqu'à m'épuiser, murmura Justine. Moi, j'aimerais pouvoir danser. Et toi, Valérie? J'aimerais pouvoir faire du vélo comme les autres filles de l'école. Richard sentit son cœur serré. Et pourquoi vous ne pouvez pas faire ces choses, papa? Tu sais pourquoi, dit Marianne. Je sais ce qu'on m'a dit, mais je veux savoir ce que vous ressentez. Sentez-vous vraiment que vous ne pouvez pas faire ces choses? Les trois filles gardèrent le silence pendant un long moment. Papa, dit Marianne finalement. Puis-je te dire quelque chose? Tu peux me dire n'importe quoi. Parfois j'ai des rêves où je peux marcher normalement, et quand je me réveille, pendant quelques secondes, j'oublie que je ne peux pas. Richard se leva du fauteuil et s'approcha du canapé. Marianne, regarde-moi dans les yeux. Elle obéit. Tu veux me raconter quelque chose sur ses rêves? Marianne regarda de nouveau ses sœurs, puis de nouveau Richard. Papa, pouvons-nous parler juste tous les deux? Bien sûr, les filles. Pouvez-vous aller dans votre chambre quelques minutes? Justine et Valérie se levèrent du canapé et prirent leurs béquilles. Richard remarqua qu'elles se levèrent normalement. Seulement après, elles prirent leurs béquilles. Quand elles sortirent du salon, Marianne commença à pleurer plus fort. « Papa, je n'en peux plus. »« Tu n'en peux plus de quoi, mon amour? » De faire semblant. Le mot résonna dans le salon comme un coup de feu. « Papa, je ne suis pas handicapé et mes sœurs non plus. » Richard s'assit sur le canapé à côté de sa fille et l'étreignit. « Raconte-moi tout, Marianne, depuis le début. Papa, tu te souviens qu'il y a 2 ans, toi et maman vous disputiez beaucoup? » Richard s'en souvenait. Il traversait une phase difficile dans son mariage. Il avait découvert des messages suspects sur le téléphone portable de Gabrielle. « Je m'en souviens. Nous avions peur que vous ne vous sépariez et maman était toujours très triste. Elle pleurait toujours. Et puis cet accident de voiture est arrivé, l'accident où vous vous êtes blessé. Papa, nous ne nous sommes pas blessés. Toi, tu t'es blessé. Maman a eu quelques coupures, mais nous allions bien. » Richard sentit comme s'il tombait dans un abîme. « Alors, pourquoi? Quand tu étais à l'hôpital, maman nous a parlé. Elle a dit que tu te sentais très coupable à cause de l'accident et que si tu savais que nous allions bien, tu te sentirais encore plus mal parce que tu penserais que tu ne t'étais pas bien occupé de nous. Marianne, ça n'a pas de sens. Papa, à ce moment-là, ça avait du sens pour nous. Nous étions plus jeunes. Nous ne comprenions pas bien. Maman a dit que ce ne serait que pour quelques semaines, jusqu'à ce que tu te rétablisses. Mais cela fait déjà 2 ans. Je sais. Et c'est devenu de plus en plus difficile de faire marche arrière. Maman a dit que si nous disions la vérité maintenant, tu te sentirais très blessé parce que nous avions menti pendant si longtemps. Richard serra sa fille plus fort. Marianne, tu n'aurais jamais dû me mentir. Maintenant je sais, papa. Mais à ce moment-là, nous voulions juste que tu ailles mieux et que notre famille reste unie. Et tes sœurs? Comment se sentent-elles? Les jumelles sont plus confuses. Elles étaient plus petites quand tout a commencé. Parfois je crois qu'elles ne se souviennent même plus comment c'était avant. Marianne, réponds-moi en toute sincérité. D'accord. Ta maman les a-t-elle déjà menacées? A-t-elle dit ce qui se passerait si elle disait la vérité? Marianne resta silencieuse un long moment. Elle ne nous a jamais menacés avec de mauvais mots, mais elle nous rappelait toujours à quel point tu serais blessé. Comment notre famille serait détruite? Comment ce serait de notre faute si tout tournait mal? Richard sentit une rage grandir en lui, une rage qu'il n'avait jamais ressentie. Marianne, veux-tu que cela cesse? Plus que tout au monde, papa. Alors nous allons faire en sorte que cela cesse. Mais j'ai besoin que tu sois courageuse et que tu m'aides. D'accord? Comment? D'abord, raconte-moi exactement comment elles font semblant, comment ça fonctionne au quotidien. Nous nous entraînons, papa. Maman répète avec nous comment marcher avec les béquilles, comment nous asseoir, comment réagir quand les médecins nous examinent. Et les médecins? Ils savent? Certains savent, papa. L'infirmière Lucie sait définitivement. Le docteur Paul aussi. Mais ils font semblant de ne pas savoir. Pourquoi ferait-il ça? Maman les paie en plus. Je l'entends parfois parler au téléphone. Richard se leva du canapé et commença à marcher dans le salon. Marianne, tes sœurs voudront-elles aussi dire la vérité? Je crois que oui. Elles se plaignent parfois à moi qu'elles sont fatiguées de faire semblant. Je vais les appeler alors. Richard rappela Justine et Valérie dans le salon. Quand elles s'assirent, il s'agenouilla devant elles. Les filles, votre sœur m'a dit la vérité, surtout.
Justine et Valérie se regardèrent, les yeux grands ouverts. « Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de problème. Je veux juste savoir une chose. Voulez-vous arrêter de faire semblant? Nous pouvons ?» demanda Valérie, la voix pleine d'espoir. « Vous pouvez, mais d'abord j'ai besoin de régler certaines choses avec votre maman. Papa va se disputer avec maman ?» demanda Justine, inquiète. « Je vais lui parler. Elle a fait quelque chose de mal, mais nous allons régler ça en famille, et nous n'aurons plus besoin d'utiliser des béquilles, » demanda Valérie. Plus jamais, les trois filles commencèrent à pleurer. Mais c'était maintenant des larmes de soulagement. « Papa, » dit Marianne, « il y a quelque chose que nous voulons faire. »« Quoi ? » ?»« Nous voulons marcher dans la maison normalement, sans nous cacher. »« Alors, faites-le. » Marianne se leva du canapé et marcha dans le salon. Ses sœurs firent de même. Pour la première fois en 2 ans, Richard vit ses filles bouger naturellement, sans limitation, sans peur. C'était l'un des moments les plus émouvants et les plus tristes de sa vie en même temps. « Papa, » dit Justine, « pouvons-nous aller dans la cour et courir ? Vous pouvez faire ce que vous voulez. » Les 3 filles coururent vers la cour et Richard les observa à travers la fenêtre du salon. Elles couraient, sautaient, jouaient comme des filles normales. C'était comme s'il voyait ses filles pour la première fois en 2 ans. Mais maintenant, Richard devait affronter la partie la plus difficile de toute cette situation. Confronté Gabrielle, il prit son téléphone portable et lui envoya un message. « Nous devons parler quand tu rentres. C'est urgent. » La réponse arriva rapidement. « Il s'est passé quelque chose avec les filles. J'arrive. » 15 minutes plus tard, Gabrielle entra dans la maison et trouva Richard assis seul dans le salon. « Où sont les filles ? Elles sont dans la cour. »« Dans la cour ? Comment sont-elles allées dans la cour ? » ?»« En marchant, Gabrielle. En marchant normalement. » Le visage de Gabrielle pâlit instantanément. « Richard, qu'est-ce que tu dis ? » « Je dis que je sais tout. Je sais que nos filles n'ont pas de handicap. Je sais que tu les as fait faire semblant pendant 2 ans. Je sais que tu as soudoyé des médecins. Je sais tout. » Gabrielle s'assit lourdement dans un fauteuil. « Comment l'as-tu découvert ? Un garçon qui travaillait à la clinique me l'a dit. Mathieu, tu te souviens de lui ? Ce garçon curieux. Ce garçon courageux, tu veux dire. Si ce n'était pas pour lui, combien de temps encore aurais-tu continué avec ce mensonge ? Richard, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas comment une mère peut faire que ses propres filles fassent semblant d'être handicapées pendant 2 ans. Gabrielle commença à pleurer. Richard, puis-je expliquer ? Alors, explique. Tu t'éloignais de la famille. Tu ne nous prêtais pas attention. Tu ne pensais qu'au travail. J'ai découvert ces messages sur ton téléphone portable. Ces messages étaient professionnels, Gabrielle. Je te l'ai déjà expliqué à l'époque. Je ne l'ai pas cru. J'ai pensé que tu avais une aventure. Et même si c'était vrai, cela justifierait ce que tu as fait à nos filles. Quand l'accident est arrivé, tu t'es tellement inquiété, tu as été tellement présent. Cela faisait des mois que je ne te voyais pas t'intéresser autant à nous. Gabrielle, c'est de la folie. Je sais que c'était mal. Mais à ce moment-là, j'ai pensé que si vous aviez besoin de moi, tu resterais. Tu cesserais de m'ignorer. Tu as manipulé nos petites filles pour me manipuler moi, Richard. Je n'ai jamais voulu que ça dure si longtemps. Mais après, il est devenu difficile de faire marche arrière. Comment allais-je expliquer ça ? Tu n'as pas pensé à ce que cela leur faisait aux filles ? Je les ai bien soignées. Elles ont toujours eu tout ce dont elles avaient besoin. Elles avaient besoin de liberté, Gabrielle. Elles avaient besoin d'être des filles normales. Richard se leva et alla à la fenêtre, observant ses filles jouer dans la cour. Marianne m'a dit que vous vous entraîniez, que tu leur apprenais à faire semblant. Je voulais juste que ce soit convaincant. Tu as payé les médecins pour maintenir la farce ? Certains professionnels avaient besoin d'incitation pour ne pas poser de questions. Gabrielle, tu as détruit l'enfance de nos filles. Je les ai protégées. Elles étaient en sécurité, soignées. Elles étaient prisonnières d'un mensonge que tu as créé. Gabrielle continua de pleurer, mais Richard voyait maintenant que c'était des larmes d'auto-apitoiement, pas de véritable repentir. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-elle. « D'abord, nous allons parler aux filles ensemble. Tu vas t'excuser auprès d'elles. Et après, nous allons chercher de l'aide professionnelle, une thérapie familiale. Les filles ont besoin de soutien pour surmonter cela. Et entre nous deux, Richard regarda Gabrielle longuement. « Gabrielle, je ne sais pas si je peux pardonner ça. Tu ne m'as pas seulement menti à moi. Tu as utilisé nos filles comme des pions dans un jeu de manipulation. Richard, s'il te plaît, réglons les choses une par une. D'abord les filles. Après, nous verrons quoi faire de notre mariage. » Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Nous qui commençons. Maintenant, la suite. Ce même après-midi, toute la famille s'assit dans le salon pour une conversation qui allait changer leur vie pour toujours. Richard appela les filles qui entrèrent en marchant normalement, sans leurs béquilles. « Les filles, commença Richard, votre maman a quelque chose à vous dire. » Gabrielle regarda ces 3 filles qui la regardaient avec un mélange d'attente et de peur. « Les filles, je tiens à m'excuser.
S'excuser? Pourquoi, maman? Demanda Justine, bien que toutes connaissent la réponse. Pour vous avoir demandé de faire semblant d'être handicapé, pour avoir menti à votre papa, pour vous avoir fait mentir aussi. Marianne se manifesta. Maman, pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'avais peur de perdre notre famille, mais cela ne justifie pas ce que j'ai fait. C'était mal et je sais que je vous ai fait du mal. Tu ne nous demanderas plus de faire semblant? Demanda Valérie. Plus jamais. C'est fini. Vous êtes libre d'être vous-même. Justine commença à pleurer. Maman, je ne me souvenais même plus comment c'était avant. Parfois je croyais que j'étais vraiment handicapé. Gabrielle s'agenouilla devant ses filles. Mon amour, tu n'as jamais été handicapé. Tu as toujours été une petite fille normale, saine, pleine de vie. Et nous pouvons le dire aux gens? Demanda Marianne. Vous pouvez, répondit Richard. Nous allons l'expliquer aux grands-parents, à l'école, aux amis. Nous allons dire la vérité à tout le monde. Et les médecins de la clinique? Demanda Marianne. Nous allons régler cela aussi, dit Richard. Certains d'entre eux ont fait de mauvaises choses et devront en répondre. Dans les jours suivants, Richard commença le processus de défaire le mensonge qui avait dominé leur vie pendant 2 ans. Il annula d'abord toutes les consultations à la clinique et demanda une enquête sur les pratiques irrégulières qui s'y déroulaient. Ensuite, il parla aux grands-parents des filles qui furent choqués et furieux d'apprendre la vérité. La mère de Richard, grand-mère Colette, pleura en apprenant que ses petites filles avaient fait semblant d'être handicapées pendant si longtemps. « Richard, comment Gabrielle a-t-elle pu faire une chose pareille ?» demanda grand-mère Colette. « Mère, j'essaie encore de le comprendre. Et les filles? Comment vont-elles? Elles s'adaptent? Est-ce étrange pour elles de revenir à une vie normale après avoir fait semblant si longtemps? » À l'école, Richard eut une réunion avec la directrice et les maîtresses des filles. Il expliqua toute la situation et demanda de l'aide pour leur réadaptation. « Les filles auront besoin d'un accompagnement psychologique, » dit la conseillère d'orientation. « Vivre cela pendant l'enfance peut laisser des traces. Nous gérons déjà cela. Et la communauté scolaire, comment allons-nous expliquer aux autres élèves? Avec la vérité, les filles veulent que tout le monde sache qu'elles vont bien. » Richard chercha également un avocat pour comprendre ses options légales contre la clinique et les professionnels qui avaient participé à la farce. « Monsieur Richard, » dit l'avocat, « ce que votre épouse a fait et ce que les médecins ont fait constitue une escroquerie et peut avoir d'autres implications légales. Je ne veux pas poursuivre ma femme. Je veux juste que justice soit faite contre les professionnels qui ont profité de la situation. Je comprends. Nous allons nous concentrer sur les médecins et la clinique. » Pendant ce temps, Richard chercha également Mathieu au foyer Saint-Vincent de Paul. Il voulait remercier personnellement l'enfant qui avait eu le courage de révéler la vérité. « Mathieu, » dit Richard quand il le trouva, « tu as sauvé ma famille. Monsieur Richard, vos filles vont bien, elles sont excellentes, libres, heureuses, redevenues des filles normales. C'est bien, monsieur, je m'inquiétais pour elles. Mathieu, j'aimerais faire quelque chose pour toi. Veux-tu continuer tes études? Bien sûr, monsieur, je rêve de finir le lycée. Alors je vais t'aider, je vais te payer une école privée, le matériel scolaire, tout ce dont tu as besoin. Monsieur, vous n'êtes pas obligé. Oui, je le suis. C'est le moins que je puisse faire pour quelqu'un qui a eu le courage que tu as eu. Puis-je vous demander une chose, monsieur Richard? Bien sûr. Comment va madame Gabrielle? Richard soupira. Elle suit une thérapie. Nous faisons tous une thérapie familiale et vous avez pu lui pardonner? Je travaille toujours là, dessus, Mathieu. C'est un processus. À la maison, la dynamique familiale était complètement différente. Les filles couraient maintenant dans la maison, jouaient normalement, sortaient faire du vélo. C'était comme si un lourd nuage s'était éloigné de la famille. Marianne recommença à prendre des cours de danse, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire. Justine s'inscrivit à l'équipe de volley-ball de l'école. Valérie commença à apprendre à jouer de la guitare. « Papa, » dit Marianne un soir, « merci beaucoup, merci. Pourquoi, mon amour? De croire à cet enfant, de découvrir la vérité, de nous libérer. Vous n'auriez jamais dû être prisonnière. Nous le savons maintenant. Mais à ce moment-là, nous ne savions pas comment nous échapper. » Richard serra sa fille aînée dans ses bras. « Marianne, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Peux-tu pardonner à ta maman? » Marianne réfléchit un instant. « J'essaie, papa. Je sais qu'elle a fait ça parce qu'elle avait peur, mais elle nous a beaucoup fait de mal. Et tes sœurs? Val et Justine sont plus jeunes. Elles pardonnent plus facilement. Mais moi, je me souviens de tout. Je me souviens des répétitions, des mensonges, quand je voulais dire la vérité et qu'elle me faisait me sentir coupable. Tu as besoin de ton temps pour traiter tout ça. Papa, tu vas pardonner à maman? » Richard soupira profondément. « Je ne sais pas, Marianne. Ce qu'elle m'a fait à moi est une chose, mais ce qu'elle vous a fait à vous, c'est beaucoup plus difficile à pardonner. Pendant les séances de thérapie familiale, de nombreuses vérités douloureuses ont été révélées. Gabrielle a révélé qu'elle s'était toujours sentie en insécurité dans le mariage, que le soupçon d'infidélité l'avait complètement consumée. « Gabrielle, » dit la thérapeute, « pouvez-vous m'expliquer quand vous avez décidé d'impliquer les enfants dans votre plan? » C'était à l'hôpital. Richard était hospitalisé,
préoccupé par l'accident. J'ai vu à quel point il s'en souciait, à quel point il était présent pour la première fois depuis des mois. J'ai pensé que si les filles étaient blessées, il resterait présent. Et vous n'avez pas considéré l'impact que cela aurait sur les enfants? À l'époque, je ne pouvais penser qu'à sauver mon mariage. « Gabriel, dit Richard, tu n'as pas sauvé notre mariage, tu l'as détruit. » « Richard, je sais que je me suis trompé. » « Tu ne t'es pas trompé, Gabriel. Tu as planifié et exécuté une farce qui a duré 2 ans. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix délibéré de nuire à notre famille. » Les filles participaient également à certaines séances. Marianne fut particulièrement éloquente pour exprimer ce qu'elle avait ressenti pendant ces 2 années. « Je me sentais piégée dans un mensonge qui grandissait chaque jour davantage, dit-elle. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de dire la vérité. »« Marianne, demanda la thérapeute, as-tu déjà essayé de dire la vérité à ton papa ? Quelquefois, j'ai failli le faire. Mais maman me rappelait toujours à quel point il serait blessé. Comment notre famille se briserait. Elle me faisait sentir que si tout tournait mal, ce serait de ma faute. » Richard prit la main de sa fille. « Marianne, ce ne serait jamais ta faute. Tu étais une enfant manipulée par un adulte. » Gabrielle pleurait pendant ces séances, mais Richard n'avait plus pitié d'elle comme avant. Il voyait maintenant clairement comment elle avait manipulé non seulement lui, mais principalement les enfants. 3 mois après la révélation de la vérité, la famille était dans une situation très différente. Les filles s'étaient complètement adaptées à une vie normale et semblaient plus heureuses que jamais. Richard avait pardonné à Mathieu depuis longtemps, et le garçon était devenu une présence constante dans leur vie. Il dînait avec la famille au moins 2 fois par semaine, et Richard l'aidait non seulement avec son éducation, mais aussi avec ses projets d'avenir. « Monsieur Richard, dit Mathieu lors d'un de ces dîners, je veux étudier le droit. Pourquoi ? Parce que je veux aider d'autres enfants qui traversent des situations difficiles. Je veux être la voix dont ils ont besoin. Mathieu, tu seras un excellent avocat. » Marianne, qui avait maintenant 6 ans, s'était également beaucoup rapprochée de Mathieu. « Matt, dit-elle, tu es comme le petit frère que nous n'avons jamais eu. Vous êtes la famille que j'ai toujours voulu avoir, répondit-il. Comment ça? Vous m'avez donné une vraie famille. Avant, j'étais juste un enfant de plus au foyer. Maintenant, je sais ce que c'est d'avoir des sœurs, d'avoir un père, d'avoir un foyer. Papa Richard est le meilleur papa du monde, dit Valérie. Oui, il l'est, approuva Justine. Il a toujours cru en nous. Et quand tu as eu le courage de lui dire la vérité, dit Marianne à Mathieu, tu as changé nos vies pour toujours. Richard écoutait ces conversations depuis la cuisine et souriait. Sa famille était devenue encore plus forte après tout ce qu'elle avait traversé. Gabrielle suivait une thérapie régulièrement et avait montré des progrès significatifs dans la compréhension de l'impact de ses actions. Elle travaillait maintenant comme bénévole dans une institution qui aidait les familles en crise. « Richard, dit-elle lors d'une des rares conversations privées qu'ils eurent, je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu n'as pas pu me pardonner. Gabrielle, non, laisse-moi parler. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai vraiment manipulé nos filles, détruit la confiance de notre famille, causé des traumatismes qu'elles porteront pour toujours. Elles se rétablissent bien, grâce à toi et à Mathieu, vous les avez sauvées de moi. Gabrielle, tu suis une thérapie, tu travailles sur tes problèmes, c'est important. Je veux juste que tu saches que je le regrette tous les jours. Et je comprends que certaines choses ne peuvent pas être réparées. » Richard regarda la femme qu'il avait aimée un jour et vit une personne profondément repentante, mais qui avait franchi une limite irréversible. « Gabrielle, l'important maintenant, c'est que les filles aillent bien, et c'est le cas. Et toi, es-tu heureux ?» Richard sourit. « Oui, je le suis. Ma famille est complète maintenant avec Mathieu. Mathieu aurait toujours dû faire partie de notre famille. Il a un cœur plus grand que beaucoup d'adultes que je connais. » 2 ans après la révélation de la vérité, Richard organisa une fête d'anniversaire spéciale pour Mathieu, qui fêtait ses 17 ans. C'était aussi une célébration de l'adoption officielle qui avait été finalisée ce mois-ci. « Papa, dit Mathieu, utilisant le mot qui lui venait maintenant naturellement. Merci beaucoup pour tout. Merci à toi, mon fils, d'avoir eu le courage de faire ce qui était juste. Parfois je pense à ce que ce serait si je n'avais pas dit la vérité. N'y pense pas. Tu as fait ce que tu devais faire. » Marianne, maintenant âgée de 19 ans et étudiant la psychologie à l'université, s'approcha des 2 hommes. « Matt, tu te souviens de ce que tu as dit la première fois que tu as parlé à papa ? » « Je m'en souviens. J'ai dit que vos filles n'avaient pas de handicap. Tu as changé nos vies avec cette phrase. Nous nous sommes mutuellement changé la vie, répondit Mathieu. Justine et Valérie, maintenant âgées de 6 ans, rejoignirent la conversation. « Matt, dit Justine, quand nous étions petites et que nous faisions semblant d'être handicapés, nous rêvions parfois d'avoir un frère qui nous sauverait. Et puis tu es apparu, compléta Valérie. Richard regarda ses 4 enfants réunis et ressentit une profonde gratitude. Sa famille avait traversé une épreuve terrible, mais en était sortie plus forte. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans toute cette histoire ?» dit Richard. «
Quoi? Demandèrent tous. Comment un enfant de 13 ans a eu plus de courage moral que bien des adultes? Mathieu, tu as vu une injustice et tu as décidé d'agir, même en sachant que tu pourrais en subir les conséquences. Papa, quand on voit quelqu'un souffrir et qu'on peut aider, il faut aider. C'est aussi simple que ça. Marianne serra son frère adoptif dans ses bras. C'est pourquoi tu seras un avocat incroyable, et c'est pourquoi tu seras une psychologue incroyable, répondit Mathieu. Nous allons aider des familles comme la nôtre. Cette nuit-là, après que les enfants furent allés se coucher, Richard s'assit sur la terrasse de la maison, regardant les étoiles. Il pensa à tout le chemin parcouru par sa famille. 3 ans auparavant, il vivait un mensonge sans le savoir. Ses filles étaient piégées dans une farce qui leur avait volé de précieuses années de leur enfance. Son ex-épouse était consumée par des insécurités qui l'avaient conduite à prendre des décisions destructrices. Il avait maintenant 4 enfants heureux et en bonne santé. Il avait une famille basée sur la vérité, la confiance et un amour véritable. Et tout cela parce qu'un enfant orphelin avait eu le courage de dire la vérité. Richard sourit aux étoiles, remerciant en silence pour ce moment de courage qui avait tout changé. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, la suite. 5 ans s'écoulèrent depuis ce jour transformateur devant la clinique. Richard était maintenant assis dans une salle de cérémonie, regardant Mathieu obtenir son diplôme de droit. À 22 ans, le jeune homme qui un jour n'était qu'un enfant courageux du foyer, devenait l'avocat qu'il avait toujours rêvé d'être. Mathieu Dubois annonça le directeur de la faculté, diplômé avec mention en sciences juridiques. Richard ne put retenir les larmes de fierté. À ses côtés, Marianne, déjà diplômée en psychologie, pleurait aussi. Justine et Valérie, âgées de 19 ans et étudiant respectivement la médecine et l'ingénierie, applaudissaient avec enthousiasme. « Papa », murmura Marianne, « tu te souviens quand il n'était qu'un enfant effrayé essayant de nous aider? Je me souviens de tout, ma fille. » Après la cérémonie, la famille se réunit pour dîner dans un restaurant spécial à Paris. « Matt », dit Richard en levant son verre pour un toast. « Quand je t'ai rencontré, tu étais un enfant de 13 ans avec un cœur plus grand que le monde. Aujourd'hui, tu es un homme accompli, prêt à changer le monde. Papa, tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à cette famille. » « Non, » interrompit Marianne. « Tu étais déjà spécial avant de nous connaître. Tu avais juste besoin d'une opportunité. » Mathieu regarda autour de la table les personnes qui étaient devenues sa véritable famille. « Voulez-vous savoir quelque chose? »« Quoi ?» demandèrent tous. « La semaine prochaine, je commence mon stage au département juridique d'une organisation qui aide les enfants en situation de risque. »« Matt, c'est incroyable, » dit Justine. « Je vais travailler spécifiquement sur des cas d'abus et de négligence familiale. » Richard sourit avec fierté. « Tu vas aider d'autres enfants comme tu nous as aidés? C'est exactement ce que je veux faire le reste de ma vie. » Marianne prit la main de son frère. « Matt, puis-je te raconter quelque chose? » « Bien sûr. Tu te souviens de cette conversation que nous avons eue il y a quelques années sur la façon dont nous allions aider des familles comme la nôtre? Je m'en souviens. Eh bien, la semaine dernière, j'ai reçu mon premier cas en tant que psychologue. C'est une famille où la mère fait semblant que ses enfants ont des problèmes d'apprentissage pour obtenir des avantages spéciaux à l'école. « Sérieusement ?» demanda Mathieu, intéressé. « Sérieusement. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est comment Matt ferait-il pour aider ses enfants? » Richard écouta la conversation avec émotion. Ses enfants avaient transformé le traumatisme qu'ils avaient vécu en une mission de vie pour aider d'autres personnes. « Marianne, » dit Richard, « comment ça se passe avec ce cas? Difficile, mais gratifiant. Les enfants ont peur de dire la vérité, tout comme je l'avais, mais je réussis à gagner leur confiance petit à petit. Et les parents? La mère résiste. Bien sûr, elle a créé toute une structure basée sur le mensonge, mais avec le temps, elle réalisera qu'elle fait du mal à ses enfants. Comme ce fut le cas pour maman, dit Valérie, qui parlait rarement de Gabriel. Gabriel faisait toujours partie de leur vie, mais de manière très limitée. Elle voyait les filles une fois par mois et parvenait à reconstruire une relation basée sur l'honnêteté. Le processus était lent et douloureux mais nécessaire. « Comment va maman ?» demanda Richard, qui maintenait un contact minimum avec son ex-épouse, seulement quand c'était nécessaire. « Elle va mieux », répondit Marianne, qui avait plus de contact avec sa mère. Elle continue la thérapie, continue de travailler avec des familles en crise. Elle m'a dit qu'elle aidait une mère qui avait traversé une situation similaire à la sienne. Quel genre de situation? Une femme qui a aussi manipulé ses enfants pour contrôler son mari. Maman l'aide à comprendre l'impact de cela sur les enfants. Richard fut surpris. Gabriel utilisait sa propre expérience destructive pour aider les autres. C'est une forme de rédemption, je crois, dit-il. Elle demande toujours de vos nouvelles, dit Marianne à Mathieu, Justine et Valérie. Surtout de toi, Matt. Elle dit qu'elle te doit une gratitude éternelle
Parce que tu as eu le courage de dire la vérité. Comment supporte-t-elle le fait d'avoir perdu sa famille ? Demanda Justine. Elle comprend que c'était la conséquence de ses décisions et dit qu'elle préfère vous voir heureux loin d'elle que malheureux près d'elle. Valérie, qui avait été la plus jeune à l'époque de la farce, posa une question qui surprit tout le monde. « Croyez-vous que nous devrions pardonner complètement à maman ?» La table resta silencieuse un instant. « Val, » dit Richard, « le pardon est un processus très personnel. Chacun d'entre vous a le droit de pardonner ou non, à son rythme. Moi, je lui ai déjà pardonné, » dit Marianne. Non pas parce que ce qu'elle a fait était bien, mais parce que garder de la rancœur me faisait plus de mal à moi qu'à elle. Moi aussi je lui ai pardonné, dit Justine. Mais cela ne signifie pas que je veux qu'elle revienne complètement dans ma vie. Et toi, Matt ? Demanda Valérie. Tu peux lui pardonner ? Mathieu réfléchit un instant. Tu sais, Val, c'est une question intéressante, car techniquement, elle n'a rien fait directement contre moi, mais elle a blessé des personnes que j'aime. Donc d'une certaine manière, elle m'a aussi blessé. Et je crois que le pardon ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé ou à faire semblant que tout va bien. Le pardon, c'est ne pas laisser la rancœur nous consumer. Très sage, dit Richard. Papa, puis-je te poser une question ? Bien sûr, Matt. As-tu déjà regretté de t'être séparé de maman ? Richard réfléchit attentivement avant de répondre. Je ne regrette pas la séparation, mais parfois je me demande si nous aurions pu trouver un moyen de gérer la situation sans briser complètement la famille. Mais papa, dit Marianne, la famille ne s'est pas brisée, elle a juste changé de format. Comment ça ? Nous sommes toujours une famille et maintenant nous avons Matt aussi. Simplement, nous n'avons plus une dynamique basée sur des mensonges. Richard sourit. Sa fille aînée avait toujours été très sage. Tu as raison, Marianne. Et en plus, ajouta Mathieu, les familles ne sont pas seulement le sang, elles sont une question de choix, d'amour, d'engagement mutuel. Exact, dit Justine. Matt n'a pas notre sang, mais il est notre frère autant que nous sommes sœurs entre nous. En réalité, encore plus, dit Valérie, parce qu'il a choisi d'être notre frère. Il s'est battu pour notre famille alors que nous ne savions même pas que nous avions besoin d'être sauvés. Cette nuit-là, Richard resta à penser à la conversation pendant le dîner. Ses enfants étaient devenus des adultes incroyables, capables de transformer la douleur en un but, le traumatisme en une mission. Quelques semaines plus tard, Richard reçut un appel inattendu. « Bonjour, monsieur Richard. C'est Carmen de l'ancienne clinique de rééducation. » Richard fut surpris. Cela faisait des années qu'il n'avait plus de contact avec personne de cette époque. « Bonjour, Carmen. Monsieur Richard, je vous appelle parce que j'ai appris que votre fils Mathieu a obtenu son diplôme de droit. » « Oui, il a obtenu son diplôme, monsieur. Il y a une situation ici où je crois qu'il pourrait t'aider. » « Quel genre de situation ? » « Il y a une famille qui traverse quelque chose de similaire à ce que vous avez vécu. Une mère qui fait semblant que ses enfants ont des problèmes de développement. » Richard sentit un serrement dans la poitrine. « Et pourquoi m'appelez-vous à ce sujet ? Parce que j'ai appris de votre cas. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait à l'époque, et cela m'a hanté pendant des années. Maintenant, je veux aider cette famille avant qu'il ne soit trop tard. Carmen, pouvez-vous m'expliquer mieux la situation ? Ce sont 2 enfants de 8 et 10 ans. La mère leur a fait commencer à faire semblant de déficience intellectuelle après que le père a menacé de demander le divorce. Elle utilise les enfants pour manipuler son mari. Exactement comme cela s'est passé dans votre famille. Richard sentit un mélange de tristesse et de détermination. Et le père le sait, il s'en doute. Je l'ai vu me parler de la même manière que vous m'avez parlé il y a des années. Carmen, vous avez bien fait de m'appeler. Je vais parler à Mathieu. Quand Richard raconta la situation à ses enfants, tous furent choqués. « Papa, dit Mathieu, j'ai besoin d'aider cette famille. Je sais, mon fils, mais ce sera difficile. Cela vous rappellera beaucoup de souvenirs douloureux. C'est justement pour ça que nous devons aider, dit Marianne. Nous savons exactement ce que ces enfants ressentent. Vous êtes sûr, papa, dit Justine. Si nous n'aidons pas, qui le fera? Et en plus, ajouta Valérie, nous savons que ça marche. Matt nous a sauvés. Maintenant, il peut aussi sauver ses enfants. Mathieu rencontra Carmen puis le père des enfants, un homme nommé Ferdinand. La similitude avec la situation de Richard était terrifiante. « Docteur Mathieu, dit Ferdinand lors de la première conversation, je commence à soupçonner que mes enfants n'ont pas les problèmes que ma femme dit qu'ils ont. Qu'est-ce qui vous a fait douter? Plusieurs choses. Ils sont beaucoup plus vifs quand elle n'est pas là. Ils font des choses qu'ils ne pourraient soi-disant pas faire. Et votre femme, comment réagit-elle quand vous posez des questions? Elle se met très sur la défensive, change vite de sujet. » Mathieu vit sa propre famille dans l'histoire de Ferdinand. « Ferdinand, puis-je vous raconter quelque chose de personnel? Bien sûr, quand j'avais 13 ans, j'ai découvert une situation très similaire à la vôtre. 3 filles qui faisaient semblant d'être handicapées parce que leur mère manipulait leur père. Et que s'est-il passé? J'ai dit la vérité au père et j'ai changé la vie de cette famille pour toujours. Et comment s'est terminée l'histoire? Bien,
Les filles ont été libérées du mensonge. Le père a découvert la vérité, et maintenant elles sont des adultes heureuses et épanouies. Et la mère a perdu sa famille, mais a trouvé un moyen de se racheter en aidant d'autres familles dans des situations similaires. Ferdinand garda le silence un instant. « Docteur Mathieu, que dois-je faire ?» La même chose que le père de ses filles a faite. Enquêter discrètement, recueillir des preuves, puis affronter la situation avec amour et fermeté. Et si je me trompe, et si vous avez raison, vous pouvez sauver vos enfants de nombreuses années de souffrance. Mathieu travailla avec Ferdinand pendant plusieurs semaines, l'orientant sur la façon d'observer ses enfants, de poser les bonnes questions, de documenter les comportements. Finalement, Ferdinand confirma ses soupçons. Ses enfants étaient forcés de faire semblant de déficience intellectuelle. « Docteur Mathieu », dit Ferdinand lors d'un appel, « vous aviez raison, j'ai confronté ma femme avec les preuves et elle a tout avoué. Comment vous sentez-vous » Soulagé et furieux à la fois. Soulagé que mes enfants aillent bien, furieux que ma femme leur ait fait subir ça. C'est exactement ce que Richard a ressenti il y a des années. Richard, le père des filles dont je vous ai parlé, est maintenant mon père adoptif. Sérieusement, oui. Sérieusement, cette famille m'a adopté après tout ce qui s'est passé. Ils m'ont sauvé autant que je les ai sauvés. Et maintenant, vous sauvez ma famille. Nous sauvons votre famille. Vous avez eu le courage d'enquêter et de confronter. Docteur Mathieu, mes enfants veulent vous rencontrer. Ils veulent rencontrer les filles qui ont vécu la même chose qu'eux. Je vais en parler à ma famille. Je pense que ce serait très bon pour tout le monde. Quelques semaines plus tard, Ferdinand amena ses enfants, Pierre et Michel, rencontrer la famille Dubois. « Bonjour », dit Pierre timidement à Marianne. « Tu es la fille qui faisait semblant d'être handicapée ?» Marianne sourit tendrement. « Je suis l'une d'elles. Mes sœurs et moi avons fait semblant pendant 2 ans. Et comment vous êtes-vous sentis quand vous avez arrêté ?»« Libre », répondit Justine. « Libre d'être nous-mêmes pour la première fois depuis longtemps. » Michel regarda Mathieu avec admiration. « Tu es l'enfant qui a dit la vérité ?»« Oui. Tu avais peur ?»« Très peur. Mais parfois il faut faire ce qui est juste, même si ça fait peur. Notre papa a dit que tu as sauvé sa famille. En réalité, nous nous sommes mutuellement sauvés. » Richard observait l'interaction entre les enfants et s'émotionnait. Le cycle se complétait. Sa famille, un jour sauvée par un acte de courage, aidait maintenant à sauver une autre famille. « Ferdinand, » dit Richard, « comment votre femme gère-t-elle tout cela? Elle est dévastée, mais elle commence à comprendre la gravité de ce qu'elle a fait. Nous faisons une thérapie de couple et familiale. C'est un long processus, j'imagine. Vous avez réussi à sauver votre mariage? Non, mais nous avons réussi à sauver les filles, ce qui était le plus important. Et vous, avez-vous regretté la séparation? » Richard regarda ses 4 enfants interagir avec Pierre et Michel. Il vit l'amour et la sagesse qu'ils démontraient. Il vit comment ils avaient transformé leur douleur en un but. Je ne regrette pas. Parfois, les familles ont besoin de se briser pour se reconstruire plus fortes. Cette nuit-là, après le départ de Ferdinand et des enfants, la famille Dubois se réunit dans le salon. « Papa, » dit Mathieu, « merci de m'avoir permis d'aider cette famille. Merci à toi de vouloir aider. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» dit Marianne. « Quoi? Comment notre histoire continue de sauver des familles? D'abord nous, maintenant eux, probablement d'autres à l'avenir. C'est comme si ce moment de courage de Matt avait créé une vague qui ne s'arrête jamais, » dit Justine. « Et ça va continuer, » dit Valérie, « parce que maintenant nous savons que ces situations existent, et nous ne nous tairons pas quand nous en trouverons d'autres. » Richard regarda ses enfants avec une fierté infinie. « Savez-vous que vous êtes des personnes extraordinaires? Nous avons appris de toi, papa, » dit Mathieu. « Tu nous as montré que la famille, c'est se protéger les uns les autres, dire la vérité, faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et les deuxièmes chances, » ajouta Marianne, « tu as donné une deuxième chance à Matt, à nous, à tous, et transformer la douleur en un but, » dit Justine, « et ne jamais abandonner les personnes que nous aimons, » compléta Valérie. Richard serra ses 4 enfants dans ses bras en même temps. « Je vous aime plus que tout dans l'univers. Nous aussi, papa, pour toujours. » Fin de l'histoire. Et maintenant, chers auditeurs, je veux savoir ce que vous avez pensé de cette histoire de courage et de rédemption. Mathieu a-t-il pris la bonne décision en confrontant Richard avec la vérité? Comment réagiriez-vous si vous découvriez que vous avez été manipulé pendant des années par votre propre famille? Commentez ci-dessous avec vos opinions sincères. J'adore lire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Un grand merci pour votre compagnie. 2 ans plus tard, Mathieu reçut un appel qui allait changer sa carrière à nouveau. « Docteur Mathieu », dit la voix au téléphone. C'est le docteur Charles Ménard de l'Université Paris-Sorbonne. « Bonjour, docteur Charles. Docteur, l'université aimerait vous inviter à diriger une nouvelle spécialisation en droit de la famille axée sur les cas de manipulation psychologique infantile. Une spécialisation universitaire?
Exactement. Vous seriez responsable de former de nouveaux professionnels pour identifier et traiter ces cas. Docteur Charles, cela signifierait que vous multiplieriez votre impact par des centaines. Chaque professionnel que vous formerez pourra aider des dizaines de familles. Mathieu sentit son cœur s'accélérer. C'était l'opportunité d'amplifier son travail de manière exponentielle. Quand commençons-nous, si vous acceptez, le semestre prochain? Quand Mathieu raconta l'offre à sa famille, tous furent émus. Matt, dit Marianne, tu vas former d'autres professionnels pour faire ce que tu as fait pour nous et pour toutes les familles que nous avons aidées, ajouta Justine. Mon fils, dit Richard, tu ne vas pas seulement sauver des familles, tu vas créer des sauveurs de familles. Papa, j'ai une condition que je veux négocier avec l'université. Laquelle? Je veux que toi et mes sœurs soyez des professeurs invités. Comment ça? Papa, tu as la perspective du père qui a été trompé. Marianne a la perspective de la fille qui a été forcée de mentir. Justine et Valérie aussi. Vous êtes essentiels pour enseigner à ces nouveaux professionnels. Matt, dit Marianne, ce serait un honneur d'enseigner aux autres notre expérience. Surtout si cela aide plus de familles, dit Justine. Et si cela empêche d'autres enfants de traverser ce que nous avons traversé, compléta Valérie. Richard fut ému. Mon fils, ce serait une fierté de participer à ton programme. Le premier jour de cours de la nouvelle spécialisation, Mathieu se présenta devant un groupe de 40 professionnels, dont des avocats, des psychologues et des travailleurs sociaux. Mon nom est Mathieu Dubois, et il y a 12 ans, j'étais un enfant de 13 ans qui a découvert une famille vivant un terrible mensonge, commença-t-il. Les élèves étaient attentifs. 3 filles étaient forcées par leur propre mère de faire semblant d'être handicapées pour manipuler leur père. J'étais juste un garçon qui travaillait dans la clinique où elle faisait de la fausse kinésithérapie. Une élève leva la main. « Professeur, qu'est-ce qui vous a motivé à agir ? La compassion. Quand on voit quelqu'un souffrir et qu'on peut aider, il faut aider. Et comment saviez-vous que vous faisiez ce qu'il fallait ? Je ne le savais pas. J'avais peur, mais parfois faire ce qu'il faut fait peur. » Un autre élève demanda « Professeur, comment le père a-t-il réagi quand vous lui avez dit ? » Initialement avec incrédulité, puis avec colère, ensuite avec des recherches et finalement avec gratitude. Et les enfants, elles se sont senties soulagées de pouvoir arrêter de mentir, mais le processus de rétablissement a été long. Et la mère, elle a perdu sa famille, mais a trouvé la rédemption en aidant d'autres personnes dans des situations similaires. Une élève posa une question que Mathieu attendait. « Professeur, quelle a été la fin de l'histoire pour vous ?» Mathieu sourit. « Cette famille m'a adopté. L'homme que j'ai aidé est devenu mon père. Les filles que j'ai aidées à libérer sont devenues mes sœurs. » La salle resta silencieuse, émue. Et aujourd'hui, continua Mathieu, nous 4 travaillons ensemble pour aider d'autres familles dans des situations similaires. Une élève commenta « Professeur, c'est l'une des plus belles histoires que j'ai entendues. C'est une histoire de courage, de vérité et de rédemption, dit Mathieu. Et c'est exactement ce que vous allez apporter à d'autres familles tout au long de vos carrières. » Après le cours, Mathieu appela Richard. « Papa, comment s'est passée ta première classe ? » « Incroyable, mon fils. J'ai raconté notre histoire aux élèves et ils ont été très émus. Et les filles ? Marianne a parlé du traumatisme psychologique d'être forcée de mentir. Justine et Valérie ont parlé du processus de rétablissement et de la façon dont elles étaient fières. Fières de pouvoir utiliser notre expérience pour enseigner à d'autres professionnels. Papa, il y a quelque chose que je veux te raconter. Quoi ? Après le cours, une élève m'a approché. Elle m'a dit qu'elle soupçonnait sa propre fille de traverser quelque chose de similaire. Sérieusement ? Sérieusement. Elle va nous soumettre la situation pour que nous l'examinions. Mathieu, notre histoire ne cesse de générer d'autres histoires. Et il en sera toujours ainsi, papa. Parce que quand on sème le courage, on récolte plus de courage. Cette nuit-là, la famille se réunit pour dîner comme elle le faisait tous les vendredis depuis des années. Matt, dit Valérie, aujourd'hui en classe, une élève m'a demandé si je ressentais de la colère envers maman, et que lui as-tu répondu ? Que non, que j'ai transformé la colère en un but. Quel genre de but ? Le but d'empêcher d'autres enfants de traverser ce que nous avons traversé. Marianne acquiesça. Exactement. Chaque enfant que nous sauvons est une victoire contre le type de manipulation que nous avons vécu. Et chaque famille qui reste unie après la vérité est la preuve que cela vaut la peine de se battre pour l'honnêteté, ajouta Justine. Richard regarda ses 4 enfants, maintenant tous engagés dans une mission plus grande. Savez-vous que vous êtes des personnes extraordinaires ? Nous avons appris du meilleur papa du monde, répondit Mathieu. Un papa qui a cru en un enfant inconnu quand tout le monde aurait douté, dit Marianne. Un papa qui a toujours placé ses filles en premier, dit Justine. Un papa qui a transformé une famille fracturée en une famille plus forte, dit Valérie. Et nous avons choisi de rester une vraie famille, compléta Mathieu. Richard se leva et serra ses 4 enfants dans ses bras en même temps. Je vous aime plus que tout dans l'univers. Nous aussi, papa, pour toujours.
Fin de l'histoire. Et maintenant, chers auditeurs, je veux savoir ce que vous avez pensé de cette histoire de courage et de rédemption. Mathieu a-t-il pris la bonne décision en confrontant Richard avec la vérité? Comment réagiriez-vous si vous découvriez que vous avez été manipulé pendant des années par votre propre famille? Commentez ci-dessous avec vos opinions sincères. J'adore lire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Un grand merci pour votre compagnie.